Chers internautes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Bernard Lugan. Bonjour Bernard Lugan. Bonjour. Vous avez enseigné à l'université Lyon 3, à l'école de guerre et à Saint-Cyr-Couët-Quidan. Vous avez également été expert auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda et vous avez créé cette revue mensuelle qui s'appelle L'Afrique réelle et qui est à retrouver sur votre blog donc tous les mois. Vous êtes un auteur prolifique et on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la réédition de votre Histoire du monde berbère qui paraît aux éditions du Rocher. Voilà, très bel ouvrage. Alors, ouvrage qui m'a beaucoup plu personnellement parce que finalement, il met en lumière ce peuple berbère qui fait face à une invisibilisation organisée, de ce que j'ai compris dès les premières lignes, n'est-ce pas ? Oui, bien, c'est l'histoire d'un grand remplacement, non pas racial, mais ethnique et culturel. Parce que les habitants d'origine de toute l'Afrique du Nord, alors quand je parle d'Afrique du Nord, je ne parle pas que du Maghreb, je parle de la Libye, on pourrait même dire d'une partie de l'Égypte, de la Libye jusqu'au Maroc et au-delà, jusqu'aux îles Canaries. Le fond ancien de la population est un fond berbère. Un fond berbère qui a été ensuite religieusement islamisé et ethniquement arabisé, en partie. Mais le fond ancien est berbère. D'accord. Oui, c'est vraiment le peuple originel d'Afrique du Nord, le peuple berbère. D'Afrique du Nord et d'une partie du Sahara. Parce que toute la partie centrale du Sahara qui est occupée par les Touaregs est une partie berbère. Les Touaregs sont des berbères. Alors, le terme de berbère est un terme qui a été donné par les étrangers. Les berbères, entre eux, s'appellent les Amazirs. Mais parlons de berbères pour la commodité, parce que soyons simples dans les concepts. Ne faisons pas de cuistrerie. Tout à fait. Alors, avant la conquête arabe, dont on va parler aujourd'hui, sur laquelle on va s'attarder, je l'espère, les Berbères ont subi, je crois, de nombreuses invasions. Alors, en quoi cette conquête par les Arabes se distingue des invasions précédentes ? Qu'est-ce qui va faire que finalement, celle-ci va tout changer ? Moi, j'irai au-delà, j'irai en avant, j'irai en amont. Je dirais que ces Berbères ont constitué des États, ont constitué 3 grands États au Maghreb, le royaume de Mauritanie, grosso modo l'actuel Maroc, le royaume macécile, l'Algérie et Massile, Tunisie. Bon, ces trois grands royaumes. Les Berbères de Libye n'ont pas constitué de royaume, à la différence de ceux de l'actuel Maghreb. Et ces royaumes et ces sociétés berbères vont garder, j'allais dire, leurs institutions, leurs coutumes profondément, avec une évolution qui va se faire surtout à l'époque romaine. Parce qu'à l'époque romaine, nous allons distinguer 2 ensembles dans ce monde berbère. L'ensemble à l'ouest, c'est-à-dire la Mauritanie, l'actuel Maroc, qui va être très peu romanisé. Parce que c'est une légende de dire que Volubilis est une ville romaine. Non, Volubilis est une ville berbère qui va être embellie, qui va être magnifiée par les Romains. Mais les Romains vont se retirer très rapidement de l'actuel Maroc. Ils ne vont garder que quelques comptoirs sur le littoral méditerranéen pour protéger les Espagnes. Et très rapidement, disons dès le IIIe siècle à peu près, la romanité se retire de l'actuel Maroc. Il faudra aller vers l'est jusqu'à, grosso modo, la région de Cherchell pour retrouver une romanité encadrée, sérieuse et implantée. Donc, 2 évolutions très différentes. Disons que l'actuelle Tunisie et une bonne partie de l'actuelle Algérie furent profondément romanisés et christianisés, ce qui ne fut pas le cas du Maroc. Par exemple, à la veille de la fin de l'Empire romain, à la veille de la conquête vandale, de la pseudo-conquête vandale, il y a 600 évêchés
dans toute l'Afrique du Nord. Mais sur ces 600 évêchés, il n'y en a que 2 dans l'actuel Maroc. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir une vision globale, et il faut avoir une vision régionale. Ce qui va expliquer beaucoup de choses. Ce qui va expliquer beaucoup de choses dans la suite, parce que nous allons voir que la réaction des zones berbères qui ont été romanisées va être différente de celle des zones berbères qui n'ont pas été romanisées. Et ça, nous en parlerons lorsque nous parlerons tout à l'heure de la conquête arabe. Voilà ce que je voulais dire au départ. Parce qu'il ne faut pas imaginer que cette histoire de la berbérité est une histoire qui va véritablement connaître un changement primordial avec l'époque romaine. D'accord. Donc, pour aller rapidement, outre les Romains, les Berbères ont été conquis par… Après les Romains vont arriver les Vandales. Alors les Vandales qui ne vont absolument pas concerner l'actuel Maroc ni l'actuelle Algérie. Les Vandales vont s'installer dans l'actuelle Tunisie et dans la partie la plus orientale de l'Algérie. Ils vont être en contact avec les tribus des Aurès, qui vont d'ailleurs les combattre férocement. C'est une parenthèse, un feu de paille. Le feu de paille vandale ne dure même pas un siècle. Alors ensuite vont arriver les Byzantins qui vont essayer de reconquérir, de reconstituer l'Empire romain, et les Byzantins qui, eux également, ne vont pas aller au-delà, disons, de la région de Constantine. Quelques ports sur le littoral, mais les Byzantins vont surtout rester dans la région de la Tunisie et de la Libye. Ils vont, ce qui est normal. Constantinople est situé, Byzance constitué plus à l'est, donc c'est en fait dans ce prolongement-là que les Byzantins vont surtout s'installer. Libye, Égypte, avec des problèmes qui vont se passer en Égypte, mais ça sort du sujet, car il va y avoir une querelle entre le patriarcat d'Alexandrie et le patriarcat de Constantinople, et les Coptes qui vont refuser la tutelle du patriarcat de Constantinople vont considérer les Byzantins comme des colonisateurs, et ils vont ouvrir grandement les bras aux arabo-musulmans. Si la conquête de l'Égypte se fait par les arabo-musulmans, c'est parce que les Coptes les ont accueillis en libérateurs contre les Grecs. Ça, c'est très important. Les Coptes qui aujourd'hui souffrent énormément doivent s'en remettre à leurs ancêtres qui ont accueilli les arabo-musulmans pour se débarrasser de ce qu'ils considéraient une conquête coloniale grecque, avec la prééminence du patriat de Constantinople sur celui d'Alexandrie. Très bien. Alors, après ces multiples invasions, et je crois qu'il y a eu même des échanges heureux et des comptoirs même phéniciens, de ce que j'ai vu. Ah oui, là, nous remontons dans le temps. Là, nous remontons, oui. nous mais remontons en gros, pour faire ça, ouais. Il y a eu beaucoup de brassages, d'échanges, etc. Et le grand événement, ce sera donc cette expansion de la civilisation islamique. Est-ce que vous pouvez nous donner un repère chronologique et nous dire un petit peu comment c'est… Nous sommes au 7e siècle. Nous sommes au 7e siècle, et alors, il faut inscrire cette conquête dans le cadre général de la conquête arabo-musulmane qui sort d'Arabie, avec première conquête donc en Égypte. Alors l'Égypte qui va accueillir les chrétiens. L'Égypte est à 100% chrétienne à l'époque. Disons que le pays le plus chrétien de toute l'Afrique du Nord, c'est l'Égypte. Et cette Égypte qui est totalement chrétienne, aujourd'hui, quand vous voyez par exemple les manifestations des fondamentalistes musulmans en Égypte, dites-vous bien qu'il y a 20 générations, leurs ancêtres allaient à la messe. Hein. C'est tout à fait important de voir cela. Donc l'Égypte, qui est totalement chrétienne, va accueillir la conquête musulmane, vue comme une libération, je vous l'ai dit, face à la reconquête byzantine. Querelle religieuse entre chrétiens, patriarcat de Constantinople, patriarcat d'Alexandrie. Donc, les arabo-musulmans qui sortent d'Arabie, jusque-là, périodiquement, tous les siècles à peu près, des tribus sortaient d'Arabie, mais elles partaient vers le nord, vers la Mésopotamie, vers l'Irak, vers l'Euphrate. Et là, pour la première fois, elles basculent vers l'ouest, elles arrivent en Égypte. Quelques dizaines d'années plus tard, ces populations, ces conquérants, vont élargir la conquête en Libye. Et là, en Libye,
ils vont bénéficier d'un atout considérable qui va être l'aide de certaines tribus berbères qui sont en Cyrénaïque. Et la Cyrénaïque, c'est la région la plus orientale de l'actuelle Libye. Et ces tribus berbères de Cyrénaïque, notamment la tribu Larota, vont immédiatement se rallier à l'islam. Alors pourquoi? Là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ces tribus étaient des tribus qui avaient lutté, qui n'étaient pas originaires de Cyrénaïque. Elles étaient originaires de la région de Tripolitaine, du sud tripolitain. Et elles luttèrent contre les Romains, elles luttèrent contre les Byzantins, et finalement, les Byzantins les écrasèrent et les refoulèrent vers l'est. Et là, elles s'installèrent en Cyrénaïque. Et quand les premiers arabo-musulmans vont arriver, ces tribus, pour se venger des Byzantins, vont immédiatement s'allier aux concurrents arabo-musulmans. Et c'est ces tribus qui vont donner l'infanterie qui va permettre à ces tribus arabo-musulmanes, qui sont des tribus cavalières, d'entamer la véritable conquête de l'Afrique du Nord berbère, c'est-à-dire l'actuel Maghreb. Et qui vont permettre également, en entrant dans l'actuelle Tunisie, dans la Byzacène, de ne pas montrer aux berbères indigènes qu'il s'agit d'une invasion totalement étrangère, puisque ce sont les mêmes. Ils parlent la même langue, ils ont les mêmes coutumes, etc. Donc, ce sont des berbères qui vont favoriser la conquête arabo-musulmane. Et cette première conquête va donc se faire de l'actuelle Tunisie. Et ceux qui vont résister vont d'abord être les berbères des Aurès. L'Aurès rebelle traditionnel, les berbères des Aurès et les berbères d'une partie de la Kabylie. Et ces berbères vont alors, eux, s'allier aux Byzantins pour résister à cette conquête. Il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des allers et des retours. Et finalement, au bout d'un siècle, l'ensemble de l'actuelle Berbérie, c'est-à-dire l'actuel Maghreb, sera contrôlé par les arabo-musulmans. D'accord, donc cette conquête arabe, j'ai appris dans votre livre que finalement, donc, comme vous l'expliquiez, les Berbères ont plutôt accepté facilement l'islam, mais ont farouchement refusé l'arabité en revanche. Et ils Alors, sont même allés... non, c'est pas aussi simple que cela. Les Berbères de l'actuel Maroc, qui n'ont pas été christianisés, vont accueillir l'islam, semble-t-il, sans résistance, avant de se soulever un siècle plus tard, non pas contre l'islam, mais contre les Arabes. Tandis que les Berbères de l'actuelle Algérie orientale vont résister aux arabo-musulmans avant d'accepter l'islamisation. Voilà, en fait, c'est ça qui va se passer. Mais la révolte berbère contre les Arabes va se faire dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, sauf l'actuelle Tunisie. C'est-à-dire que les Berbères du Maroc jusqu'aux Aurès vont se soulever un siècle plus tard au nom du kharidjisme. Le kharidjisme est une doctrine égalitaire et j'allais dire communiste de l'islam qui va permettre aux Berbères de se débarrasser de la colonisation arabe, mais sans rejeter l'islam. Vous voulez que j'explique un peu ou ça vous va comme explication? Non, non, c'est très bien. Je trouve Parce en fait, la conquête arabo-musulmane va être une sorte de conquête, j'allais dire, presque raciale, dans la mesure où la direction de la Houma est à ce moment-là faite par les descendants du prophète, qui sont des Arabes. Et les Berbères vont, eux, adopter l'hérésie kharidjite, qui, elle, dit que la direction de la Houma, de la communauté des croyants, ne doit pas revenir à une race, c'est-à-dire ou à une tribu, à des tribus arabes descendants du prophète, mais aux meilleurs parmi la communauté musulmane. Donc, pour ces Berbères, le fait de voir la Houma dirigée par des Arabes, cela veut dire qu'ils sont colonisés, bien qu'ils soient adhérents à l'islam. Donc, ils vont adhérer
à ce kharidjisme, qui est une dissidence religieuse, j'allais dire une hérésie de l'islam, qui va leur permettre, car ils vont être victorieux, car le kharidjisme va être victorieux en Afrique du Nord, de se débarrasser de la tutelle arabe, mais tout en conservant l'islam. Et après la révolte kharidjite du IXe siècle, les Arabes sont chassés du Maghreb, sauf de l'actuelle Tunisie, et vont succéder à cette présence arabe un retour des Berbères, des royaumes berbères qui vont se maintenir, disons, jusqu'au XIVe siècle, XIVe, XVe siècle. Des royaumes berbères qui vont ensuite revenir à l'orthodoxie sunnite à partir du moment où ils auront été débarrassés de la tutelle arabe. Très bien. Alors, les Berbères ont finalement donc été, si j'ai bien compris, islamisés. Il y a eu une tentative d'arabisation, en quelque sorte, des Berbères, ce qui a mené à des révoltes. Et donc, quelles seront les conséquences de ces révoltes? C'est pas une tentative d'arabisation, parce que l'arabisation va forcément se faire, puisque le Coran ne peut pas être à l'époque traduit dans une autre langue. Le livre saint doit être expliqué selon la langue du prophète. Donc, il y a forcément arabisation, puisque les Berbères ne rejettent pas l'islam. Même le kharidjisme le culte se fait dans la langue arabe. Non, ce qui va se passer, c'est que dans la tradition arabe et arabo-musulmane, la terre d'expansion de l'islam est une terre de conquête. Et dans la terre de conquête, il y a deux types de populations. Il y a ceux qui sont les conquérants ou ceux qui se rallient à l'islam et qui sont dispensés des impôts les plus importants, puis sont musulmans. Et il y a les conquis, qui sont les dhimmis, qui sont assujettis et qui peuvent conserver une partie de leur liberté et une partie de leurs biens, à condition de courber la tête et à condition de payer les impôts de dhimmitude. Or, les Berbères de l'actuel Maroc et les Berbères de l'ouest de l'actuelle Algérie se sont convertis à l'islam sans résistance. Donc, ils ne considèrent pas qu'ils sont des dhimmis, ce ne sont pas des conquis. Or, toute la richesse du califat arabe vient justement de l'impôt qui est payé par les dhimmis. Et comme il n'y a pas de dhimmis dans ces pays de l'actuel Maroc et de l'ouest de l'actuelle Algérie, puisque tous se sont convertis à l'islam sans avoir été conquis, ils se sont convertis volontairement à l'islam. Donc ils considèrent qu'ils n'ont pas à avoir à payer les impôts. Et les gouverneurs arabes ne peuvent pas envoyer d'argent au calife en Orient, ce qui fait qu'on leur fait un gros reproche. On leur dit, et cette conquête, ça rapporte quoi? Donc ils vont essayer d'assujettir les Berbères aux mêmes impôts que les conquis. Ils vont également demander des impôts en jeunes filles, etc. Ce qui fait que les Berbères vont être parfaitement ulcérés. Ils vont être d'autant plus ulcérés que la conquête d'Al-Andalus, la conquête de l'Espagne, sont les Berbères qui l'ont faite, ce ne sont pas les Arabes. Comme l'a écrit, c'est dans cette thèse merveilleuse, mon collègue Ignacio Olague de l'Université de Barcelone dans les années 80, le titre de sa thèse qui était un peu provocateur, « Les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne ». Bien sûr, l'islam a envahi l'Espagne, mais pas les Arabes. La conquête de l'Espagne, ce sont les Berbères, et notamment les Berbères du Rif. Donc les Berbères qui non seulement se sont convertis à l'islam, mais qui ont fourni la force de contact qui a permis la conquête de l'Espagne, se voient être assujettis aux impôts qui sont payés par les dhimmis, par les vaincus, par les quasi-esclaves. Et là, ils se révoltent. Voilà l'origine de la révolte. Et pour se révolter, ils vont se révolter non pas contre l'islam, mais contre les Arabes, et ils vont adopter le kharidjisme. Et dans l'histoire du monde berbère, nous allons voir que les Berbères vont systématiquement adopter toutes les hérésies de l'islam chaque fois que le pouvoir oriental arabe sera trop fort.
ce sera pour eux un moyen de lutter avec un islam ethno-berbère contre l'arabisation, mais pas contre l'islamisation. Oui, c'est tout le paradoxe berbère qui se sert au final de l'islam, en quelque sorte, comme d'un levier identitaire. C'est très exactement ça, levier identitaire. Et ensuite, à travers le temps, après les 17e, 18e siècles, finalement, la chape islamo-arabe va faire que la berbérité va être de plus en plus étiolée. D'accord. Alors, malgré toutes ces victoires des Berbères, les Arabes vont parachever, si je ne dis pas de bêtises, leur conquête au XVIe siècle. Hein. Qu'est-ce qui est la cause de cette Non, victoire au final? non, pas les Arabes, les Turcs. Les Turcs. Ah oui, les Ottomans. Non, non, il faut revenir en arrière. En fait, ce qui va se passer, disons que jusqu'au XIIe siècle, grosso modo, jusqu'au XIIe siècle, il n'y a pas d'Arabes en Afrique du Nord. Enfin, pardon, au Maghreb. Il ne faut pas confondre Afrique du Nord et le Maghreb. Bon, il n'y a pas d'Arabes au Maghreb. Il y a quelques noyaux de population dans l'actuelle Tunisie, quelques petits noyaux de population dans l'actuelle Algérie, mais nous sommes dans un monde berbère. Et ce qui va se passer à partir de la fin du XIe, XIIe et XIIIe, ce sont les invasions hilaliennes. Alors là, arrivent les Arabes. Les Arabes vont arriver à partir de ce moment-là. Alors, ces invasions hilaliennes se font par l'Égypte. Donc, les Hilaliens, qui sont donc des tribus arabes, qui sortent de l'Arabie profonde et qui s'abattent sur l'Égypte. Là, nous sommes au XIe siècle. Et à ce moment-là, pour se débarrasser de cette invasion, les dirigeants qui sont les dirigeants fatimides d'Égypte, alors les fatimides d'Égypte, c'est encore très intéressant, parce que la conquête fatimide d'Égypte, c'est une conquête berbère, car les fatimides, certes, sont des Arabes, mais la force de combat des fatimides qui a permis aux fatimides de conquérir l'Égypte, ce sont les berbères de Petite Kabylie, la tribu des Koutama, que nous connaissons très bien dans l'histoire, parce que ce sont les Koutamani des Romains et des Berbères, qui étaient des guerriers de Petite Kabylie, et c'est eux qui, se ralliant à ces souverains, vont permettre la conquête de l'Égypte. Et lorsque ces souverains quittent donc l'actuel Maghreb pour aller conquérir l'Égypte, les Fatimides, ils laissent derrière eux des chefs berbères. C'est-à-dire tout le Maghreb actuel est dirigé par des entités berbères, par des chefs berbères. Et ces Fatimides, ces berbères, Fatimides du Maghreb, vont profiter du départ des Fatimides qui sont partis conquérir l'Égypte pour couper les liens avec leurs anciens maîtres fatimides arabes pour reprendre leur totale indépendance. Et ils vont quitter le ralliement à la secte fatimide pour se rallier à nouveau au calife arabe et à l'orthodoxie sunnite. Donc, les Fatimides qui sont en Égypte, pour se venger de leurs anciens vassaux berbères qui les ont en fait trahis, vont faire dévier vers l'Afrique du Nord les invasions hilaliennes. Et c'est à ce moment-là que les Hilaliens, toutes les tribus hilaliennes, Beni Solahim, Beni Shafel, enfin, il y a à peu près une quinzaine de tribus, vont déferler vers l'ouest. Et ils vont commencer par conquérir la Libye. Et là, les tribus les plus anciennes, les plus nobles, vont s'installer en Cyrénaïque. Ensuite, le deuxième mouvement va faire que ces tribus vont s'installer en Tripolitaine. Alors là, j'ouvre une parenthèse, nous sommes à l'origine même de toute la guerre actuelle de Libye. Parce que la guerre actuelle de Libye, c'est une guerre qui oppose les confédérations tribales arabes de Tripolitaine aux confédérations arabes tribales de Cyrénaïque, dont l'origine de ces confédérations remonte justement aux invasions hilaliennes qui vont déberbériser la Libye et qui vont l'arabiser. C'est à ce moment-là que la Libye s'arabise à 90%. Ces Hilaliens continuent à basculer vers l'ouest, et là, elles entrent, ces tribus,
en contact avec un monde berbère qui ethniquement est parfaitement intact. Ils sont certes musulmans, mais ce sont des berbères ethniques parfaitement intacts. Et le grand drame des berbères, les berbères, c'est un peu comme les Gaulois chez nous, c'est l'extrême division. Les berbères ont toujours connu des guerres civiles. L'individualisme des berbères est tel que les tribus se battaient toujours les unes contre les autres. Et ces tribus berbères qui se battent les unes contre les autres, ces royaumes berbères qui se battent les uns contre les autres, vont utiliser la force de combat de ces Arabes pour lutter contre d'autres berbères. Alors, en fonction de leur situation géographique d'installation, ces tribus berbères vont s'allier soit au Juchem, soit au Beni Solahim, soit au Hilal, etc. Et ces Arabes vont fournir le djish, c'est-à-dire la force combattante auxiliaire de ces royaumes berbères. Et, de fil en aiguille, ces Arabes vont prendre le pouvoir. De fil en aiguille, ils vont prendre le pouvoir dans une grande partie de l'Est de l'actuelle Afrique du Nord. Et le mouvement va être accéléré par les berbères marocains almohades. Car les berbères marocains almohades, il y a eu un premier grand royaume berbère qui était le royaume almohavide, qui était des berbères du Sahara dit occidental, qui est un Sahara marocain. Le Sahara occidental est marocain depuis toujours. Et les Almoravides sortent de ce Sahara marocain et sont des berbères du désert, du sud. Et ils vont avoir comme successeurs les Almohades, qui eux sont des berbères du Haut Atlas. Et ces berbères du Haut Atlas vont voir avec méfiance cette conquête arabe qui se fait dans l'extrémité est du Maghreb. Et l'armée almohade, l'armée berbère almohade, part vers l'est et entre en contact avec ces tribus arabes. Elle les bat, elle les écrase, et là, les Almohades vont faire un choix qui va être un choix qui va déterminer toute l'histoire du Maghreb. Au lieu de les repousser vers l'est et vers l'Égypte, les Almohades vont les faire entrer dans leur armée. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, en Al-Andalus, dans les Espagnes, la Reconquista chrétienne est dans une phase d'accélération et les petits souverains musulmans d'Espagne font appel aux Marocains pour les aider à combattre les chrétiens. Et les Almohades vont privilégier le côté religieux au côté ethnique. Et ils vont faire rentrer donc ces Arabes dans leur armée, dans leur djitch, en pensant qu'ils allaient les faire passer en Espagne. Or, le souverain marocain meurt et ces tribus arabes arrivent au Maroc avec l'armée almohade qui rentre au Maroc, qui conserve Tlemcen, car Tlemcen est une ville qui va être marocaine le plus longtemps de son histoire, plutôt qu'indépendante, n'est-ce pas ? Et les Almohades vont donner des terres à ces tribus arabes, et c'est à ce moment-là que l'on va voir notamment l'arabisation de toute la région côtière des Doukala au Maroc, donc grosso modo la région qui va de l'Arrache jusque presque dans la région de Marrakech, presque Agadir, enfin pas Agadir, mais toute la partie littorale, le Doukala, qui va voir l'installation des Arabes. Et ensuite, ces tribus arabes vont aller s'installer dans les plaines de Marrakech. Elles ne vont pas rentrer dans la montagne qui va rester berbère. Donc, c'est une évolution qui va se passer à partir de ce moment-là. Alors ensuite, à partir du début du XVIe siècle, au Maroc, l'évolution va se faire à l'intérieur du Maroc. Le Maroc qui va avoir une évolution très différente du reste du Maghreb, puisque le Maroc est un État. Donc, le problème arabo-berbère ne va pas se poser de la même manière au Maroc, puisque c'est un État. Et dans cet État, il va y avoir des Marocains d'origine arabe et des Marocains d'origine berbère, avec des tas de problèmes, bien sûr, mais dans le cadre d'un État. Tandis qu'à l'Est, ça va être différent, parce qu'à l'Est arrivent les Ottomans, arrivent les Turcs.
Et là, l'évolution va se faire à l'intérieur de la domination ottomane. Et l'on peut dire que la domination ottomane ne va pas influencer terriblement les divisions ethno-raciales. Le monde berbère va demeurer à peu près intact. Les Ottomans vont utiliser souvent les tribus arabes de l'Ouest, celles de l'Oranie notamment, pour essayer de mater les diverses révoltes rebelles, parce que il y a eu des dizaines de révoltes rebelles, berbères, contre la présence ottomane. Et les Ottomans vont largement utiliser les tribus arabes de la région de l'Oranie, ce qui va expliquer pourquoi, quand la guerre va éclater, quand les Français vont arriver à partir de 1830, et qu'il va y avoir la guerre entre la France et Abdelkader, qui est un arabe, les Berbères ne vont pas soutenir Abdelkader, parce qu'ils ne vont pas soutenir, ils le diront, les tribus qui les ont combattus pour le compte des Turcs à l'époque turque. Et quand la révolte de Mokrani va avoir lieu dans les Kabylies en 1871, les Arabes ne vont pas soutenir les Kabyles, parce qu'ils vont se souvenir du fait que les Kabyles ne les avaient pas soutenus contre les Français dans les années 1835. Vous voyez, on est vraiment dans le fond du problème. Alors ça, bien sûr, on n'en parle pas, l'histoire officielle n'en parle pas, ça c'est le non-dit, mais c'est la vraie histoire. Je l'explique bien, à la fois dans mon histoire de l'Afrique du Nord et de mon histoire des Berbères. Ça, c'est le vrai non-dit. Mais en Algérie, bien sûr, tout ceci est masqué, parce que l'histoire d'Algérie est une fausse histoire. L'histoire est une histoire qui a été créée par ceux qui ont fait le coup d'État de 1962. C'est l'armée des frontières qui a Alors volé... justement, Bernard Lugan... Je termine. Qui a volé l'indépendance au GPRA et aux vrais combattants, qui étaient souvent d'ailleurs des combattants berbères, à l'intérieur de l'Algérie. Mais là, c'est une autre histoire. Alors justement, revenons aux Turcs, si vous voulez. Pour le moment. Voilà, je voulais passer... Ouais. Je voulais justement m'arrêter un petit peu sur cette période ottomane qui, vous nous dites, n'a pas tellement influencé le monde berbère au final, et surtout peut-être surtout accentué sur la période qui a suivi, à savoir la période coloniale qui, je crois, est pleine d'idées reçues. À quel point de vue? Eh bien, par exemple, dans votre ouvrage, j'ai appris que au Maroc, en Algérie, il y avait une idée assez répandue selon laquelle la colonisation aurait été profitable aux Berbères. Et que le fait berbère serait peut-être même une invention occidentale. Oui. Alors, c'est tout à fait le contraire. Alors, au Maroc, il y a eu une parenthèse de quelques années après la période de Lyautey. Alors, au Maroc, Lyautey disait « Moi, je suis le premier serviteur du sultan ». Donc, Lyautey avait une définition très claire. Le Maroc est un vieil empire. Je rappelle quand même que quand le roi de France, Hugues Capet, est couronné en 987, l'État marocain existe depuis 2 siècles déjà. Hein. Donc, nous sommes en présence d'un vieil État. Et quand la colonisation française commence, enfin le protectorat français, le Maroc est en crise. Comme tous les vieux États, il y a des hauts et des bas. La France, pendant la guerre de 100 ans, a failli disparaître, Renaissance ensuite. Ça, c'est le propre des vieux États. Donc le Maroc est en crise. Et l'intelligence de Lyautey a été de voir que le problème du Maroc était qu'il fallait aider le Maroc à refaire son pouvoir central, et que tout dépendait du pouvoir du roi, qui est à la fois pouvoir temporel, pouvoir religieux. Donc Lyautey va systématiquement combattre toutes les forces de dissociation, qui sont essentiellement des forces berbères, et il va les ramener à l'État marocain. Donc Lyautey ne favorise pas les Berbères. Il est très estimé par les Berbères, parce que Lyautey est un homme de guerre, un homme de prestige, etc. Mais il ne favorise pas les Berbères, il favorise le Marsène marocain. Ensuite, quand Lyautey va être chassé du Maroc par Pétain, ça c'est une autre histoire, Pétain qui va être au service du cartel des gauches en France, et qui va se débarrasser de Pétain, qui est un vieux monarchiste. Il a fallu un homme comme Pétain pour que Lyautey quitte le Maroc. Après Lyautey, vont arriver des Jacobins au Maroc. Des Jacobins qui vont vouloir algérianiser le Maroc, c'est-à-dire qui vont vouloir dissocier le Maroc
pour que la France puisse implanter un pouvoir colonial au Maroc. Et pour dissocier le Maroc, ils vont inventer l'idée d'une loi berbère, séparer les berbères et les arabes. C'est l'histoire du Dahir berbère qui va échouer et ensuite vont revenir des gouverneurs lyotéens au Maroc. C'est une toute petite parenthèse. C'est une parenthèse de 4 ou 5 ans. Donc, au Maroc, la France n'a pas favorisé les berbères, elle a favorisé l'État marocain. En Algérie, la France va favoriser l'arabisation. Pourquoi ? Parce que la seule grande révolte contre les Français, c'est la révolte de Mokrani, c'est la révolte des Kabylies, c'est la révolte des Berbères. Et c'est une révolte qui va être très dure et qui va être en partie matée avec l'aide des tirailleurs arabes qui viennent de la région de l'Oranie. Et pour les dirigeants français de l'administration en Algérie, les Arabes ne posaient pas de problème, c'était les Kabyles. Donc la France va tout faire pour déberbériser. La France va tout faire pour non seulement arabiser, mais également pour franciser. Ce qui fait que le bloc berbère va être attaqué de deux manières, par l'arabisation et par l'école de la République. Parce que l'école de la République, c'est en français. Ce qui fait que nous avons des statistiques très claires qui datent de 1835-1836, quand l'armée française fait des statistiques. Par exemple, la région de Bouira, près d'Alger, en 1850 est à 100% berbérophone. Et quand la France donne l'indépendance à l'Algérie en 62, elle est à 80% arabophone. Donc, c'est une légende que de dire que la France a favorisé la berbérité. Oui, on pourrait dire qu'au final, le modèle algérien a pris le pire du jacobinisme français que, quelque part, on subit, nous, en France, aussi aujourd'hui. La connexion d'Algérie, c'est le pire du jacobinisme. À partir de 1870, attention, jusqu'en 1870, c'est l'armée qui dirige. Ce sont les bureaux arabes. Et ce sont des gens, des officiers qui parlent les langues, qui connaissent le pays et qui défendent les populations, qui défendent les tribus, qui défendent... et Napoléon III va être la quintessence de cela en disant « Je suis l'empereur des Français et des Arabes. Et je ne vais pas sacrifier 10 millions, à l'époque, je ne vais pas sacrifier 2 millions d'Arabes, enfin, pas l'arabe et berbère, il ne fait pas la différence, à 100 000 colons. » Donc, il le dit très clairement. Et je suis l'empereur des Français et des Arabes. Par arabe, il entend berbère. Or, en 1870, l'Empire est renversé et ce sont les républicains qui arrivent au pouvoir en France. Et c'est le jacobinisme le plus total qui arrive. Et là, nous allons avoir l'alliance de deux personnages qui vont être totalement néfastes pour l'Algérie, l'alliance de Crémieux et du cardinal Lavigerie. Crémieux et Lavigerie. Deux hommes qui sont profondément différents, mais qui ont la même vision jacobine. Crémieux, au nom de la laïcité jacobine, et Lavigerie, au nom de l'universalisme chrétien. Et c'est Lavigerie qui va inspirer les décrets Crémieux. Non pas les décrets de naturalisation des Israélites, parce que on met le doigt toujours sur ces trois décrets, mais c'est très peu de choses. Si ma mémoire est bonne, il y a eu près de 70 décrets Crémieux. Et sur les 70 décrets Crémieux, il n'y en a que 3 qui touchent justement ces naturalisations des Israélites d'Algérie. Le reste, c'est la jacobinisation de l'Algérie. Et que dit Lavigerie ? Lavigerie dit il faut, pour que la colonisation de l'Algérie se fasse, il faut casser les structures traditionnelles des tribus. Il faut qu'il y ait des terres pour les colons, et pour qu'il y ait des terres pour les colons, il faut que la propriété tribale soit cassée. Donc pour la casser, il faut mettre le droit français, qui est un droit individuel. Le droit territorial et terrien des tribus doit être remplacé par du droit individuel. Comme ça, l'on pourra acheter de la terre aux individus, ce qu'on ne peut pas faire aux tribus parce qu'il y a une différence. Tout est repris. Je publie dans mon histoire de l'Algérie, l'histoire à l'endroit, et je publie les lettres de Crémieux, de Lavigerie,
La Vigerie va à Tours. Le gouvernement provisoire a quitté Paris, il est à Tours. Et avant de partir à Bordeaux, il est à Tours. Et la Vigerie va à Tours pour expliquer à Crémieux sa vision de la jacobinisation. Et Crémieux va appliquer à la lettre les décisions de la Vigerie. La Vigerie, qui va avoir un rôle également très néfaste dans l'histoire de France, à mon avis, néfaste, puisque la Vigerie va être ensuite l'homme qui va faire que les catholiques vont se rallier à la République. Donc vraiment, c'est un républicain jacobin. Disons, c'est un pape actuel avant l'heure, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, pour conclure, j'aimerais qu'on parle du coup de la situation actuelle, qu'on fasse un petit bilan. Les Berbères aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en termes de nombre de locuteurs, en termes démographiques, en termes géographiques? Alors, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre le peuple berbère et la langue berbère. Parce que on peut dire que 80% de la population actuelle de l'Algérie et du Maroc, en Tunisie un peu moins, 80% est de souche berbère. Même ceux qui se disent arabes sont de souche berbère. Alors, ça fait écho aux deux citations en introduction de votre... Attendez, je n'ai pas fini. Là, c'est important ce que je dis, c'est important. Parce que, pourquoi, par exemple, moi je discute souvent avec des camarades, des amis ou des collègues, moi je suis arabe, etc. Mais non, tu n'es pas arabe. Tu es un faux arabe. Tu te dis arabe, il me dit oui, mais ma généalogie. Et il me récite la généalogie. Oui. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'islamisation s'est faite par l'adoption de généalogies. C'est-à-dire que nombre d'ancêtres, de nombre de ceux qui se disent arabes aujourd'hui au Maroc et en Algérie, sont entrés dans la généalogie des tribus arabes qui les ont convertis. Et ils se disent arabes parce qu'ils ont été adoptés dans ces généalogies. Donc c'est une fausse histoire. C'est pour ça que, au point de vue, je ne dis pas ethnique, parce que le phénomène ethnique est un phénomène culturel. Mais si l'on parle de race, entre guillemets, je mets entre guillemets, mais pour que ce soit clair, je parle en termes raciaux, entre guillemets, 80% des habitants de l'actuelle Algérie et l'actuel Maroc sont de souche berbère. Mais une grande partie se croit arabe et la langue berbère n'est plus pratiquée que pour une minorité qui est encore importante. Au Maroc, on peut dire que grosso modo 35% à 40%, grosso modo. En Algérie, dans les 30 ou 35%. Et ce sont deux notions différentes. Il ne faut pas confondre ces deux notions. Parce qu'aujourd'hui, si l'on veut faire... D'ailleurs, c'est très simple. C'est très, très simple. Pourquoi c'est interdit d'ailleurs de le faire en Algérie? On fasse des études génétiques. Les études génétiques le montrent bien. Les études génétiques qui ont été faites par les généticiens montrent bien que le fond ancien de la population est berbère. Et les nombres d'Arabes qui s'annoncent comme Arabes sont originellement des Berbères. Comme 95% des actuels Égyptiens avaient des ancêtres qui étaient chrétiens. Mais c'est autre chose, c'est une notion religieuse, ce n'est pas la notion biologique. Là, c'est encore le grand non-dit, de l'histoire de l'Afrique du Nord. Il y a deux citations en introduction de votre ouvrage qui résument parfaitement ce que vous venez de dire. Celle de Charles-André Julien et celle de Émile Félix Gautier, c'est ça? C'est ça, citez-les, elles sont parfaites. Alors, je vais les citer. Donc, celle de Charles-André Julien qui date de 1931. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont peuplés de Berbères que l'on qualifie audacieusement d'Arabes. Pour la deuxième, de Émile Félix Gautier, qui date de 1927, il n'y a pas d'Arabes en Afrique du Nord, mais seulement des Berbères à différents degrés d'arabisation. Tout est résumé. Vous avez ouvert votre livre avec ces deux citations et on ferme l'émission avec ça. Et on ferme effectivement l'émission avec ça. On vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Les Berbères,
les Berbères sont les grands oubliés de l'histoire, alors qu'ils ont eu un passé excessivement glorieux. Et ce passé glorieux qui se retrouve à l'époque des royaumes pré-romains, et ce passé glorieux qui va se retrouver à travers l'islam, par ces grands royaumes, Al-Mahvid, Al-Mohad, tous ces grands royaumes qui vont s'étendre sur l'actuelle Algérie, l'actuelle Tunisie. Et les Berbères se sont fait voler leur histoire par la doxa islamique, arabo-islamique. Ils ne sont pas fait voler leur histoire au Maroc, parce qu'au Maroc, la synthèse s'est faite dans le cadre de l'État-nation marocain, mais ils se sont fait voler leur histoire en Algérie par ceux qui ont volé l'indépendance, car l'indépendance algérienne a été volée par l'armée des frontières, qui a fait le coup d'État en 1962, en renversant le GPRA et en évinçant les combattants de l'intérieur, c'est-à-dire la lutte de ceux qui ne se sont pas battus, les planqués de l'extérieur, contre le GPRA et contre l'esprit du congrès de la Soumam. Parce que l'esprit du congrès de la Soumam, ce n'était pas l'Algérie d'aujourd'hui. C'était l'Algérie telle qu'elle aurait pu être s'il n'y avait pas eu le coup d'État de 62 de Boumedienne et de Ben Bella, avec leurs héritiers, Bouteflika, et l'alliance des coffres-forts et des baïonnettes qui tient l'Algérie aujourd'hui. Donc, les Berbères se sont fait voler leur histoire en Algérie. Ils se sont fait voler l'indépendance. Et aujourd'hui, si vous voulez, le phénomène qui s'est passé avec le Hirak, c'est un immense rejet de l'actuel système algérien. Et ce qui s'est passé avec les élections présidentielles d'il y a quelques jours, c'est ce que j'ai appelé, un communiqué que j'ai appelé le Hirak silencieux. Parce que je pensais qu'il y avait 80% d'abstention, mais en fait, il y a eu 85% minimum d'abstention. Donc c'est le Hirak silencieux. Et si vous voulez, c'est le Hirak d'une population qui voudra en revenir à l'esprit du congrès de la Soumam et non pas à l'esprit du coup d'État de 1962. Très belle conclusion. Merci infiniment, Monsieur Lugan. Et pour nos auditeurs, je rappelle donc cette histoire du monde berbère qui est à découvrir aux éditions du Rocher. Merci. Merci infiniment. À très bientôt.